regardez le 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général d'armée Michael Langley, en visite officielle en Algérie. La dimension africaine de la révolution algérienne, thème d'un séminaire international qui a débuté ce mardi à Alger. Le petit-fils de l'ancien leader sud-africain Nelson Mandela a évoqué les liens historiques qui lient l'Algérie à l'Afrique du Sud. Et on parlera Sahara occidental ce soir et comment le colon marocain a transformé les territoires occupés en une vaste prison à ciel ouvert. Enfin, ce drame en Éthiopie, au moins 229 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain survenu après de fortes pluies dans le sud. Le bilan risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général d'armée Michael Langley, en visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation. Le commandant de l'AFRICOM a également été reçu par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national et les honneurs militaires présentés à l'hôte par des formations représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Dans son allocution, le général d'armée Saïd Chengriha a tenu à souligner que l'Algérie poursuivait ses efforts visant le renforcement de l'action africaine commune dans la lutte et la prévention contre le terrorisme et qu'elle a lancé plusieurs initiatives pour consolider les mécanismes de coopération sécuritaire africaine. On écoute. Prenons en considération la mission qui lui a été assignée par l'Union africaine en tant que coordinateur dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au niveau continental. Dans ce sillage, l'Algérie poursuit ses efforts afin de concrétiser l'aspiration commune africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme. Dans ce sens, plusieurs initiatives ont été prises, à l'instar de la mise en place d'un plan africain de lutte antiterroriste, de l'activation de la caisse africaine pour combattre cette menace et de la préparation d'une liste africaine comprenant les individus et les entités impliquées dans des actes terroristes et aussi la mise au point de mandats d'arrêt africains. Le général d'armée Saïd Chengriha a également évoqué les défis sécuritaires qui s'imposent au continent africain, en plus des moyens de consolider les relations de coopération militaire entre l'Algérie et les États-Unis. Je voudrais ici renouveler l'engagement de mon pays dans l'appui à toutes les initiatives africaines et dans le soutien aux efforts de la Commission de l'Union africaine, dans l'objectif de permettre au continent africain de faire face aux défis sécuritaires auxquels il est confronté. J'affirme également devant vous notre pleine disposition au renforcement de la coopération militaire bilatérale, dans le sens de l'optimisation du dialogue sur les voies et les moyens qui doivent être fournis afin d'atteindre de façon réaliste les objectifs sécuritaires du continent africain en général et de la région nord-africaine en particulier. Le président de la Douma russe, Vyacheslav Viktorovitch Volodine, a achevé lundi soir sa visite en Algérie. Il a été salué à son départ par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Pour rappel, il avait également été reçu en audience par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Dans le même contexte, le président de la Douma de la Fédération de Russie a annoncé lundi que les échanges commerciaux entre la Russie et l'Algérie se sont multipliés et s'élèvent à 3,7 milliards de dollars en fin 2023. Une déclaration qui intervient à l'issue de sa rencontre avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune, selon l'agence de presse russe TASS.
Volodine s'est félicité d'une augmentation significative des relations économiques extérieures entre les deux pays, estimant qu'il est extrêmement important pour le partenaire russe que les relations interparlementaires se développent. Dans notre dossier énergie ce soir, l'Algérie et l'Espagne ont trouvé un terrain d'entente sur les prix d'achat du gaz naturel pour l'année 2024. Un accord stratégique a été conclu entre les deux énergéticiens Sonatrach et Naturgy pour garantir un flux continu de gaz naturel dans la péninsule ibérique. Mohamedou Ali Ben Chaban. En vue de renforcer la coopération énergétique et de garantir un flux continu de gaz naturel dans la péninsule ibérique, la société espagnole Naturgy et le groupe algérien des hydrocarbures Sonatrach ont conclu un accord sur les prix de l'approvisionnement en énergie bleue pour 2024. Cet accord stratégique vise à renforcer la sécurité énergétique de la région et représente une opportunité pour Sonatrach afin de répondre aux besoins croissants en énergie de l'Espagne. La clôture de ces dernières négociations prouve la force des relations historiques entre les deux parties et confirme l'engagement des deux sociétés en faveur de la sécurité d'approvisionnement de la péninsule ibérique. Sonatrach s'est déjà révélé être un partenaire fiable. Les investissements algériens dans le secteur des hydrocarbures devraient avoir un impact positif sur le marché énergétique du vieux continent. En sécurisant l'approvisionnement de leurs clients à long terme, ces investissements contribuent à la stabilité du marché et à la sécurité énergétique de la région. Cet engagement est particulièrement important dans le contexte actuel où les préoccupations liées à la sécurité énergétique sont au premier plan en raison des tensions géopolitiques et des défis économiques mondiaux sur tous les fronts. Coopération tripartite, le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations Taïb Sitouni a estimé ce mardi que la création d'un conseil de partenariat entre le Conseil du renouveau économique algérien, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et l'Union générale libyenne des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture avait vocation à booster les investissements et à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les trois pays. Objectif à long terme, renforcer l'action commune en faveur de l'intégration économique dans la région, conformément à la volonté politique affichée par les dirigeants des trois pays lors de leur première réunion consultative. On en parlait en titre, les travaux du séminaire international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine, intitulé « L'Algérie et l'Afrique, une mémoire commune, un sort commun et un avenir prometteur » ont débuté ce mardi à Alger. Le séminaire a pour objectif de mettre en avant la dimension africaine de la révolution algérienne. Il rappellera également que l'Algérie a été et demeure la Mecque des révolutionnaires à l'échelle africaine et mondiale, étant engagée constamment à la réalisation des objectifs de l'intégration africaine en s'appuyant sur la mémoire commune pour poursuivre le processus d'édification et de développement en vue d'un avenir meilleur en Afrique. Zweli Mandela, petit-fils de l'ancien leader sud-africain Nelson Mandela, présent justement à ce séminaire, est revenu sur les liens solides et les relations historiques qui lient l'Algérie à l'Afrique du Sud. Algeria and South Africa. L'Algérie et l'Afrique du Sud sont et demeurent unis dans l'objectif de concrétiser l'indépendance de la dernière colonie du continent africain, qui est le Sahara occidental. Le peuple sahraoui vit toujours sous le joug du colonialisme marocain, qui bafoue ses droits fondamentaux, qui sont pourtant garantis par le droit international, notamment le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, qui reste ignoré par l'occupant, ainsi que le respect des droits humains qui sont violés systématiquement par l'occupant. Is still wholly ignored, and their fundamental human rights are denied. Justement, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réitéré lundi soir la position ferme de solidarité de son pays avec la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination et l'indépendance. Dans un discours au Parlement, le président Ramaphosa a déclaré, je cite, « Depuis cette tribune, nous exprimons notre solidarité avec les peuples du Sahara occidental et de Palestine qui continuent d'être privés de leur droit à l'autodétermination. » Fin de citation.
La violente répression et la persécution contre la population sahraoui exercée par les forces de police et de l'armée de l'occupant marocain dans les territoires occupés ont transformé le Sahara occidental en une vaste prison à ciel ouvert. C'est ce qu'a rapporté le site Es-Sahraoui. Ce siège s'inscrit dans le cadre des crimes contre l'humanité perpétrés par les autorités marocaines. Commentaire Hamid Meshri, récit Mohamed Amina Berken. L'occupant marocain a transformé le Sahara occidental en une vaste prison à ciel ouvert avec une répression violente et des restrictions drastiques imposées sur les Sahraouis. Les journalistes militants sahraouis des droits de l'homme et activistes anti-colonisation sont particulièrement ciblés par les forces de sécurité marocaines. Cependant, la répression s'est élargie et accentuée davantage depuis quelques temps à tous les territoires occupés et secteurs, zones et catégories de la société civile sahraoui résidant dans les villes de Laayoune, Smara, Dakhla et Boujdour. Une sorte de vaste prison à ciel ouvert, selon le site El Confidentiel Sahraoui, qui a documenté des méthodes contraires aux droits humanitaires perpétrées par l'occupant marocain. Il a énuméré des passages à tabac, la torture, la persécution, le viol, les procès arbitraires, les agressions et assignations à résidence, mais aussi des coupures délibérées d'électricité, d'eau et de téléphone. Pour renforcer son contrôle des territoires occupés du Sahara occidental, le Maroc a imposé un siège démographique et restreint la libre circulation des Sahraouis dans les villes occupées. Les déplacements et mouvements des militants politiques et personnalités sahraouis sont surveillés de près. Un réseau d'informateurs est affecté dans les quartiers populaires pour surveiller la vie quotidienne des Sahraouis. La surveillance est exercée également à travers l'installation de caméras de surveillance appartenant au renseignement de l'occupant marocain dans les rues, les magasins, les cafétérias et les salles de fête. Ces restrictions s'étendent également aux milieux artistiques et culturels. Le ministre marocain de l'Intérieur a mis en garde les artistes sahraouis contre l'exécution de chants révolutionnaires et interdit la levée du drapeau de la République sahraoui. Cette vague de répression violente contre la population civile sahraoui dans les territoires occupés est allée crescendo depuis la rupture du cessez-le-feu par l'occupant marocain et la reprise des hostilités avec le Front Polisario il y a 3 ans. Le point culminant de cette répression violente est l'utilisation de drones kamikazes et des porteurs de missiles ainsi que des drones de reconnaissance de fabrication sioniste suite au soutien militaire de l'entité sioniste au Maroc. Le Maroc qui est d'ailleurs confronté à une vague de grèves cycliques cet été après qu'un nombre croissant de syndicats a rejeté les politiques néolibérales du gouvernement Arnouch. Alors que plusieurs grèves ont touché cette semaine les secteurs de la santé et de la justice, de nouveaux débrayages se préparent pour la semaine prochaine. Après la grève de 3 jours observée par plusieurs syndicats de greffiers marocains, un nouveau cycle de grève secouera le royaume la semaine prochaine. Dans le même temps, la grève du personnel dans le secteur de la santé se poursuit. 8 syndicats ont annoncé une grève générale de 5 jours du 22 au 26 juillet dans tous les établissements hospitaliers du royaume. Ces débrayages n'ont pas touché seulement ces secteurs. D'autres syndicats tels que ceux représentant les avocats et les enseignants ont menacé de faire grève dans les jours prochains. Au moins 229 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain survenu lundi après de fortes pluies dans le sud de l'Éthiopie. Un bilan encore provisoire et qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Les informations fournies jusqu'à présent font état de 148 hommes et 81 femmes qui ont perdu la vie dans cette catastrophe. Des enseignants, des professionnels de la santé et de l'agriculture qui étaient présents au début de l'accident pour effectuer des opérations de sauvetage sont devenus des victimes de l'accident. C'est officiel, le président rwandais sortant Paul Kagame a été réélu pour un 4e mandat avec 99,18% des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle du 15 juillet, selon les résultats définitifs publiés lundi soir par la Commission électorale nationale. Âgé de 66 ans, il réalise un score encore supérieur à ses 98,79% de la présidentielle de 2017. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour l'édition principale, à tout à l'heure.